Walid Jumblat, est-ce qu'aujourd'hui le rapport de force il est en faveur du camp anti-Hezbollah? Malheureusement, le rapport des forces est en faveur d'Israël et des Américains. Et le Hezbollah ne peut pas agir séparément de certaines directives iraniennes. Et en même temps, vous ne pouvez pas demander à un milicien du Hezbollah maintenant, messieurs, rendez les armes et le reste on le fait. Quel reste? Quel reste? Comment libérer le Sud, si le Sud peut être libéré? Comment arrêter la destruction systématique des villages? Comment? Ils sont là. Ils sont là. Comment voulez-vous faire cette distinction? C'était une tentative qu'on avait essayé en 2005 de faire et 2006, de créer ce qu'on appelle un second courant, un troisième courant chiite. On avait échoué. Bonjour Walid Jumblat. Bonjour. Un destin au Liban, c'est le titre de vos mémoires qui viennent de paraître aux éditions Stock, la même maison d'édition d'ailleurs dans laquelle avait publié votre père. Il y a 50 ans. Oui, le livre était paru juste après son assassinat. Un homme politique dans ses mémoires ne peut pas tout dire, mais vous dites tout de même beaucoup. Vous racontez notamment, on y apprend que jeune, vous avez commencé une carrière de journaliste au journal An-Nahar aux côtés de Rassan Touaini. On y apprend aussi à quel point vous avez été touché, marqué par la séparation entre vos parents. On y apprend à quel point c'était un lourd fardeau à porter, le Muhtara, le leadership druze après l'assassinat de votre père. Vous revenez longuement sur les choix politiques que vous avez faits, sur les alliances, sur les contre-alliances. Et il y a cette idée en filigrane, on y reviendra tout au long de l'entretien, mais il y a cette idée qu'il y a des regrets qui semblent sincères tout au long du livre. Et en même temps, j'ai eu le sentiment qu'au fond de vous, vous vous dites, compte tenu des circonstances, l'histoire ne pouvait pas être différente. Oui, alors. On va parler de tout ça. Et avant, j'aimerais commencer vraiment sur la relation avec votre père, parce que j'ai bien sûr lu ce livre en préparation de cet entretien, mais j'ai aussi relu le livre de votre père. Je montre votre livre, Un destin au Liban, et celui de votre père pour le Liban. Et j'ai été marqué à quel point il y avait une continuité, avec bien sûr la différence des deux personnages, entre les deux livres. Et même à un moment donné, vous citez Mitterrand qui décrit votre père lors de votre première rencontre, et Mitterrand dit « Il parlait dans un français châtié, avec une voix douce, et en fermant à moitié les yeux, j'ai cru qu'il vous décrivait. » Alors, qu'est-ce qui vous différencie, au fond, de Kamal Jumblat ? Bon, la différence, c'est qu'il a eu une dimension intellectuelle, humaine, totalement différente de la mienne. Et la guerre de 75-76, la petite guerre, comme on l'avait appelée à un moment donné, était un choc pour lui. Mais il ne pouvait pas échapper. Il avait pensé qu'avec la gauche et l'appui des Palestiniens, il aurait pu changer un peu le régime libanais. Mais il ne savait pas que derrière les acteurs palestiniens, certains Libanais et les Arabes, c'était le destin du Liban qui changeait. C'était pas le régime, c'était la guerre civile qui s'est installée au Liban, dont les grandes lignes étaient l'intervention plus tard américaine pour museler, détruire l'OLP et Yasser Arafat. Ça, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Vous l'aviez vu ? Je l'ai vu un peu. Je l'ai vu pendant l'intervention syrienne, mais je ne pouvais pas influencer Kamal Jumblat. Je ne pouvais pas. Pourquoi ? Quel type de relation vous aviez tous les deux ? Les circonstances étaient plus fortes. On était engagés. Même moi-même, j'ai vu que affronter la Syrie seul, sans appui, on ne pouvait pas. Lui est allé à Paris pour voir Giscard d'Estaing. Et il a vu aussi François Mitterrand pour essayer de trouver un substitut à la force syrienne qui venait au Liban, les Français. Mais la conjoncture à l'époque était plus importante, plus grande. Les Arabes, avec les Américains, ont envoyé le Syrien.
On a l'impression vraiment en lisant votre livre que vous avez fait beaucoup pour essayer de ressembler à votre père, que c'était vraiment l'un des objectifs Non, de votre vie. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que dans son livre, qui a été à l'époque rédigé par un grand ami, je pense qu'il était à l'AFP, Philippe Lapousterle. Ouais. Il y a des moments de, comment dirais-je, il était pas très, comme j'ai dit, il était très dur envers les chrétiens. Ouais. Okay? Bon. Mais il n'avait pas vu la dimension internationale. Il avait pensé que c'était contre l'histoire, anti-histoire, cette action armée, cette intervention de la Syrie auprès c'est lui-même qui les avait appelés, et à juste titre, isolationnistes, parce qu'on ne peut pas mettre dans le même bloc chrétien et isolationniste. Bon. Lui a des mots très durs sur le maronitisme politique. Vous, dans votre livre, vous êtes beaucoup plus clément sur ce sujet-là, mais on sent qu'il y a quand même de la rancœur. Je ne suis pas clément. Non, je ne suis pas clément. C'était le cours de l'histoire. Simplement, j'ai fait de mon mieux pour différencier entre isolationnistes et les partis de droite chrétienne. Et c'est là où j'ai bien mentionné que Raymond Aidé, même s'il avait viré dans la droite chrétienne dans les élections de 68, n'avait pas approuvé les actions militaires d'une certaine droite chrétienne. Il était, à l'époque, 75-76, il était avec nous, à Beyrouth-Ouest. Et on a essayé de l'assassiner à Beyrouth-Ouest, comme on avait aussi essayé de l'assassiner à Beyrouth-Est. Puis, il a décidé de partir. Exil. Mon père n'avait pas choisi cette voie. Très simple. Et il l'a payé de sa vie. Bon. Est-ce que vous diriez que vous entretenez des relations aujourd'hui avec votre fils Taimour similaires à celles que vous aviez avec votre père? Ah non, les circonstances maintenant ont changé. Ont totalement changé. Je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière, faire revenir l'histoire en arrière. Maintenant, il y a un nouveau élan du peuple libanais pour la paix, pour un changement. Là, ici, pour voir si, de nouveau, on peut changer, parce que ce régime confessionnel est tellement dur et bien ancré depuis des millénaires, peut-être depuis des centenaires. Okay? Depuis, d'après moi, le régime des millettes de l'Empire ottoman. Mais il a des points de vue différents. Mais l'environnement n'a pas beaucoup changé. Est-ce que ça peut être aussi un fardeau, finalement, de porter l'héritage de la maison Jumblat? C'est un fardeau historique, c'est vrai. Et c'est aussi un destin. C'est un fardeau et c'est un destin. Maintenant, le changement, il faut un changement de régime confessionnel. Ce que je doute qu'il puisse avoir. Mais on verra avec Taimour. C'est lui qui voit. Même maintenant, je suis à la fin de ma carrière. C'est à lui de voir. Mais dans mon livre, j'ai fait mon possible pour essayer de, comment dirais-je, calmer un peu certaines appréhensions historiques que mon père avait énoncées dans son livre pour le Liban. Et ce n'est pas lui qui avait mis le titre, c'est moi qui avais mis le titre, avec l'aide de Philippe Lapousterle, avec Sébastien de Courtois. C'est une autre trajectoire que Kamal Jumblat avec Philippe Lapousterle. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre mère, qui, on le voit dans le livre, on le comprend, a joué aussi un rôle très important dans votre vie? Bien, j'ai hérité de ma mère cette fougue politique et personnelle. Et parfois, je me lançais un peu trop. Et c'est elle qui me rappelait à l'ordre. Et ma mère, c'est elle qui a protégé Mouhtara politiquement, familialement, après sa rentrée d'exil en 1900, le second jour après l'enterrement, jusqu'à presque l'année de sa mort, 2013. Dans le livre, vous revenez très longuement sur vos rapports avec la Syrie des Assad. Là aussi, on comprend que finalement, le régime Assad a peut-être été votre principal ennemi tout au long de votre vie.
Et pourtant, ça a été aussi longtemps un allié par défaut ou un allié de circonstance. Comment vous expliquez cette contradiction? C'est la géographie. Il y avait trois choix. Ou bien s'exiler. Je n'ai pas décidé de m'exiler parce qu'il y avait toujours le destin de Murtara, continuer la lutte, continuer à protéger Murtara, continuer à protéger les Druzes. Aller en Israël, je ne l'ai pas fait. J'ai rencontré certains Israéliens, mais je ne l'ai pas fait. C'était simplement une tactique pour gagner du temps. Et la Syrie. J'avais besoin de la Syrie, et derrière la Syrie, et avec la Syrie, j'avais de grands alliés qui s'appelaient les Soviets. Grands alliés stratégiques. Vous dites j'avais besoin de la Syrie, c'est-à-dire que sans la Syrie, vous auriez perdu la guerre? Sans la Syrie, je n'aurais peut-être pas perdu la guerre, mais je n'aurais pas pu résister parce que je voyais toujours que l'élan de certains leaders de droite, peut-être le seul, avec lequel j'ai bien parlé, j'ai bien discuté, pas bien discuté, j'ai essayé de discuter sous l'invasion israélienne à Babda, c'était Béchir. Mais j'ai vu que Béchir était lancé dans son expédition politique militaire pour contrôler le Liban, ou bien une partie du Liban, la montagne libanaise. Et là où c'était les grandes contradictions et oppositions. C'était parce que là aussi, hein, il y a tout un chapitre sur la guerre de la montagne en 1983. Et moi, c'est probablement l'un des passages de la guerre civile libanaise que j'ai le plus de mal à appréhender. Parce que les Palestiniens, en tout cas l'OLP, avaient été déjà démantelés, parce que les Israéliens s'étaient redéployés dans le sud. Pourquoi cette guerre, elle était aussi importante pour vous et pour vos adversaires? Pourquoi elle était aussi existentielle? Est-ce que c'était un enjeu de pouvoir, de qui contrôle la montagne, ou est-ce que c'était un enjeu de survie? Mais c'est Béchir qui, juste 2 jours après, ou 3 jours après de l'invasion israélienne, et après avait envoyé ses troupes, les milices libanaises, les forces libanaises, à la montagne, dirigées à l'époque par Samir Jaja. Samir Jaja. C'est lui. Et quand je lui ai posé la question, Cheikh Bachir, pourquoi vous avez envoyé vos milices à la montagne, il me répond, pour protéger les chrétiens. Alors je lui réponds, ce n'est pas de cette façon qu'on protège les chrétiens. Peut-être qu'à la seconde rencontre avec Abda, il s'est ressaisi, il avait réfléchi, je crois. Il m'a dit, essayons de faire un tour dans la montagne, c'était à aller. J'ai dit, Pierre Béchir. Un tour ensemble, main dans la main, c'est ça. Oui. Et vous lui répondez à l'époque que vous ne pouvez pas. C'est trop tard que je ne pouvais pas parce qu'il y avait occupation israélienne. Et est-ce que ça aurait pu éviter... je ne pense pas qu'on puisse changer certaines circonstances historiques. Je ne pense pas. Est-ce qu'avec le recul, cette guerre, parce que là aussi vous avez une phrase qui est très forte dans le livre, vous dites on avait commencé à se battre pour défendre la dignité des Palestiniens et on avait fini par voler des voitures, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment, avec le recul, que cette guerre, elle était complètement absurde ou, malgré ses dérives, qu'elle était inévitable? Toutes les guerres, en général. Non, cette guerre-là, toutes les guerres sont prédestinées par certains grands intérêts politiques, économiques, par les nationalismes. Au Liban, c'était aussi quelque part derrière à la place des nationalismes, il y a le confessionnalisme, la lutte des confessionnalismes. Au Liban, à Beyrouth, on s'est entraîné dans l'engrenage du vol de voitures parce qu'il y avait les clivages confessionnels aussi à Beyrouth. Et comme c'est passé à Beyrouth-Ouest, Beyrouth Ouest n'est pas différent de Beyrouth-Ouest. Il y a aussi des conflits d'intérêts purement locaux entre forces libanaises, entre autres milices de l'époque. Tu te rappelles de Safra? Mais Walid Jumblat, vous dites dans votre livre que au bout d'un moment, vous réalisez à quel point la guerre vous a transformé, qu'on est dans une logique presque de haine pour la haine, etc. Finalement, on se pose vraiment la question, et d'autant plus quand on voit le résultat de la guerre civile libanaise, est-ce que ça en valait la peine? Mais on ne peut pas se poser la question, est-ce que ça en valait la peine ou pas? On est dans l'engrenage.
On est dans la question où chacun pense de son côté que c'est une question de survie. À un moment donné, la droite libanaise, la droite chrétienne, avait pensé quand les forces nationales progressistes, avec certains Palestiniens, étaient pas très loin de Big Faya. C'est lui-même, Amin Gemayel, dont j'ai revu ses entretiens avec Ahmed Mansour. Quelque part, il avait raison. C'est lui-même qui était menacé, qui se sentait menacé. Moi-même, quand les forces libanaises, pas Béchir, s'est lancé dans l'aventure de la montagne, je me suis senti menacé. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous ne vous sentiez plus menacé? Il n'a rien fallu, il y a eu le cours des événements. Il n'y a rien fallu, il y a eu le cours des événements parce que derrière ce clivage du Mont-Liban, et qui, je rappelle, est historique, qui revient à Béchir Jumblat, Béchir Chehab. Okay? Bon. Et aux tentations des grandes puissances à l'époque, anglais, français, et récemment, dans cet épisode-là, c'était israélien, syrien, derrière c'était américain, soviétique. Bien sûr. Vous faisiez référence pour Nous étions les petits acteurs, les petits joueurs derrière une configuration très grande et très importante. Enfin, je l'ai bien dit. Quand l'Américain s'est amusé à nous bombarder avec le New Jersey, ce n'était pas seulement local. Et derrière le Syrien, il y avait Andropov. Qu'il y ait des considérations, un contexte géopolitique au conflit au Liban, et d'ailleurs vous l'expliquez très bien, je pense que c'est évident, mais ça n'explique pas tout à fait, et je crois que Samir Frangieh, qui était l'un de vos proches amis, l'explique très bien dans son livre « Voyage au bout de la violence », ça n'explique pas pourquoi on passe avec autant de facilité au Liban d'un rapport qui peut être convivial. Hein. Vous le racontez d'ailleurs, hein, et ça peut paraître fou pour quelqu'un qui ne connaît pas le Liban. Vous racontez que, notamment à Lausanne, dans les années 80, vous dînez ensemble le soir, vous dînez avec vos ennemis, vous échangez des sourires, et le lendemain, vous vous battez. Donc comment on peut passer de cette convivialité presque naturelle, parce que le vivre ensemble est quelque chose d'inscrit dans notre ADN, à une haine si profonde qu'elle devient une question de survie? Parce que le terrain, Lausanne, c'était quoi? Lausanne, c'était une tentative d'améliorer, de changer un peu le régime politique libanais. C'est-à-dire de réduire les prérogatives de la droite, une certaine partie de la droite, des chrétiens, en faveur d'un rééquilibrage avec les musulmans. Ça n'a pas marché. On est rentré au Liban, mais il y avait toujours les forces libanaises, il y avait toujours l'armée libanaise divisée, il y avait toujours l'Israélien qui contrôlait une partie de la montagne, c'était Jezine jusqu'aux frontières libanaises. Rien n'avait changé sur le terrain. On avait à l'époque, saoudiens, américains, pas américains peut-être pas, saoudiens, syriens, avaient pensé faire une nouvelle formule politique du régime libanais pour qu'il y ait une certaine entente. Sur le terrain ici, rien n'avait changé. Nawaf Salam a fait son mea culpa récemment en disant « Nous avions raison de soutenir la cause palestinienne, mais nous avions tort de le faire au détriment du Liban ». Est-ce que c'est une phrase que vous reprendriez à votre compte? Non. Pourquoi? Simplement parce que ça, c'est mon opinion. Non, ce n'est pas le moment maintenant de faire des mea culpa, de traiter l'autre comme étant le seul responsable. Pardon. Quand tout le monde dans ce pays-là fera le mea culpa, peut-être que je m'y joindrai. Mais pas, je ne suis pas d'accord avec Nawaf Salam, comme ce n'est pas le seul Nawaf, parce que Nawaf, il y avait avant Nawaf, c'était Mahsen Brahim, dans les années 90, un des leaders à l'époque du nationalisme arabe, un ami de Nasser, et puis la gauche libanaise, Kamal Jumblat. Il avait fait le même, ce que tu appelles mea culpa. Eh bien non. Mais vous lancez tout de même un appel à un mea culpa général. Si ça arrive, oui. Mais les grands acteurs sont morts. À part moi et encore moi. Nabih Berri, peut-être quelques-uns d'autres, je ne sais pas. Mais c'est un peu ce que vous avez fait tout de même au moment de la réconciliation de la montagne. Ça, c'est autre chose. Ça, c'était ma volonté. Ça, c'était un accord de circonstances exceptionnel avec un grand homme à l'époque qui s'appelait Patriarche Sfer.
autre chose. Il y a des moments qui sont savoureux dans le livre, et je ne résiste pas à l'envie de vous demander de décrire l'un d'entre eux. Je pense à la visite notamment chez Fidel Castro. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Il y a eu 2 visites. Une visite à l'époque où l'Union soviétique existait toujours. Bon. Et la seconde visite était plus intéressante parce que j'étais avec Samir Frangier. Et puis Fidel, c'était à 10 heures du soir, il nous invite à dîner. Puis après, il se lance dans une longue diatribe. Puis après, en même temps, vous dites, pardon, je vous coupe, vous dites, il était capable de monologues encore plus longs que Hafez el-Assad, qui déjà, lui, était très fort dans l'exercice. Il parlait, il était occupé, il avait essayé de régler ou bien intervenir dans la crise des Balkans. Il était contre l'intervention de l'OTAN, des Américains dans le Balkan. C'était la guerre de Croatie, la Yougoslavie qui se disloquait. Puis après, je pense que lui, et il y avait surtout lui qui était encore éveillé, moi-même, Samir Frangieh, et il y avait l'interprète. Alors on se lève finalement, là, ça s'est arrêté. On a terminé le dîner, il y avait un vin, on buvait du vin, un vin rouge infect. Bon. À la porte, il me dit, mais vous êtes quoi? J'ai dit, je suis Druze, monsieur le Président, camarade fidèle. Il m'a dit, c'est quoi les Druzes? Je dis, s'il vous plaît, la fois prochaine, je vous explique. Il y avait Samir avec moi. Et il y a un moment aussi que j'ai trouvé assez fort, c'est vous vous retrouvez en face à face avec Hassan Nasrallah et vous lui parlez de Samarcande, le livre d'Amin Marlouf qui évoque la secte des assassins. J'étais pas le seul, c'était la première réunion du comité de réconciliation auquel Nabi Berri avait fait appel. C'était 2006, je pense, oui. Alors j'ai décidé de le défier, parce que ça m'a rappelé l'assassinat de Hariri, la lignée politique, géographique du Liban jusqu'à Alamout m'a rappelé des assassins qui avaient bien décrit. Il y a un livre sur les assassins, j'ai oublié comment il s'appelle. Et là, oui, et là, Hassan Nasrallah vous regarde avec un regard avec noir. Un air noir. Il a compris. Il a bien compris. C'est un, je pense, des rares livres d'Amin Marlouf qui a réussi. J'aimerais maintenant revenir sur une période... qui était bien, qui était bon. J'aimerais revenir sur une période... Libre à vous. J'aimerais revenir sur une période, je pense, qui a été très forte dans l'histoire libanaise et qui aujourd'hui est peut-être pas assez connue des jeunes générations. C'est l'épisode 2005-2008. Donc c'est un épisode... 2003. 2005-2008. Donc c'est une période marquée par une série d'assassinats, une polarisation très forte au Liban, et qui finit quelque part par une victoire du camp du Hezbollah après le 7 mai. Et vous dites dans ce livre, nous nous étions trompés, nous n'avions pas bien calculé le rapport de force. Est-ce qu'avec du recul, là, vous considérez encore ça? Oui, certainement, parce que quand j'ai fait ma campagne, et on m'a laissé seul, quelqu'un d'autre avait commencé la campagne. L'affaire des télécommunications. Oui. Puis après, j'ai pris la relève et j'ai continué. J'ai continué d'une façon véhémente. Et je m'attendais que l'équilibre des forces change, ou bien d'un appui américain. Quel appui américain? Vous avez été abandonné à ce moment-là par les Américains? On a réalisé que leur appui, on voyait Marwan Hamadi et moi-même, et voyait tout le monde, Feltman, mon ami, Feltman, voyait tout le monde le même jour, 3 fois, 4 fois presque. On a appris que cet appui était fictif parce que, à l'époque 2006, et ça a pris de 2006 jusqu'à 2024, les Américains n'avaient pas décidé de faire pression sur Bachar al-Assad. Et je l'avais réalisé depuis longtemps, quand j'étais aux États-Unis, pour le tribunal international, que là-bas, quand on disait, mais faites quelque chose contre Bachar,
on ne nous écoutait point. Parce que cette défaite, finalement... Alors, sur le terrain, Saad et moi. Saad a été très franc avec moi, et on était ensemble. Le jour où on a pris la décision de condamner ces lignes de communication, pas condamner. Enfin, là, il y avait une décision fameuse du Conseil de ministres, et le lendemain, parce que le lendemain, on a changé la décision juste à la veille de la médiation de Hamad Ben Jassim. Et j'étais encerclé à la maison ici, et Saad était encerclé à la maison, dans sa maison là-bas. Mais cette défaite, elle a coûté très cher au Liban. Parce que quelque part, le pays a été livré au Hezbollah. Mais parce que le rapport de force n'était pas en faveur du Hezbollah, c'est très simple. N'était pas en faveur, pardon, du camp anti-Hezbollah, vous voulez dire. Anti-Hezbollah, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il est en faveur. Il y avait des ténors de l'Amérique, je ne vais pas les mentionner, ce sont des gens, enfin, alors qu'ils nous disaient, mais allez à Sharafi, allez à l'Est, et faites l'élection d'un président. Proposition absurde, stupide. Walid Jumblat, est-ce qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est en faveur du camp anti-Hezbollah? Malheureusement, le rapport des forces est en faveur d'Israël et des Américains. Et le Hezbollah ne peut pas agir séparément de certaines directives iraniennes. Et en même temps, je le répète, je le dis encore, vous ne pouvez pas demander à un milicien du Hezbollah maintenant, messieurs, rendez les armes et le reste, on le fait. Quel reste? Comment libérer le Sud? Si le Sud peut être libéré, comment arrêter la destruction systématique des villages? Comment? Parce que vous avez des mots très durs sur le parti dans le livre. Vous avez un regard assez fort. Et en même temps, vous continuez de dire il faut aboutir à un accord avec lui. Et vous avez réalisé quand même au fil des décennies que l'accord avec le régime Assad était impossible. Est-ce qu'il l'est davantage avec le Hezbollah? Mais est-ce qu'on peut séparer, je vais vous répondre à ma façon, est-ce qu'on peut séparer le Hezbollah du Sud et des chiites? Non. Bon, alors quoi? Mais on peut se dire que malheureusement, les deux guerres qui ont été lancées par le Hezbollah le 8 octobre et le 2 mars ont provoqué une occupation massive du Sud et des pertes énormes justement pour la communauté chiite. Très bien, mais est-ce qu'on peut les séparer? C'est-à-dire, ils sont là. Comment voulez-vous faire cette distinction? Oui, c'était une tentative qu'on avait essayé en 2005 de faire et 2006, de créer ce qu'on appelle un second courant, un troisième courant chiite. On avait échoué. Maintenant, on va le répéter. C'est pas possible, à votre avis, aujourd'hui, de neutraliser le Hezbollah, politiquement déjà, puis peut-être d'un point de vue militaire, sans pour autant donner le sentiment de mener une croisade contre les chiites? On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut éviter la friction confessionnelle, qu'elle soit druze ou chiite, chrétienne, chiite, musulmane, il faut éviter. Mais ça veut dire qu'en attendant, on subit une situation où notre sort dépend du jusqu'au-boutisme israélien et du jusqu'au-boutisme iranien, avec une situation qui peut durer des années. Avec une situation qui pourrait peut-être durer des années, et avec aussi deux dirigeants de ce monde qui sont axés sur la guerre. Et ni Trump, ni Netanyahu ne pensent qu'à la guerre. Mais moi, je reviens toujours à ça, mais j'ai l'impression que je comprends tout à fait, et d'autant plus pour un homme qui a été marqué par la guerre, la peur de revoir un conflit civil réapparaître. Et en même temps, on pourrait vous répondre que la passivité de l'État est peut-être le meilleur moyen d'arriver à une guerre civile, puisque les communautés elles-mêmes vont se réarmer, puisque les tensions vont augmenter, et la tentation du divorce, et je sais que vous la craignez énormément, hein, ce petit Liban, elle va augmenter si la question n'est pas réglée. La passivité de l'État, comme si notre État avait les moyens possibles, imaginables, pour pouvoir désarmer le Hezbollah. Ça, c'est la première question. Une armée forte. Bon. Deuxième question. Si vous pensez qu'une armée forte, historiquement, quand elle se heurte à une communauté, peut rester intacte, non. Et là où je suis en désaccord avec Amin Gemayel, quand il avait parlé
de la guerre de la montagne, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Même à l'époque, son armée qui était forte n'a pas pu demander aux forces libanaises de se retirer de la montagne, je parle de 83, pour être remplacé par l'ennemi. Parce que lui-même était en position de faiblesse, Amin. Il avait les forces libanaises qui ne voulaient pas se retirer. Alors, forces libanaises et armée, partie de l'armée dont on se doutait des intentions, c'était impossible. Maintenant, puis, maintenant, les Israéliens, par cette ligne jaune qu'ils ont tracée, qui commence au sud du Liban et qui se termine pas très loin de Damas et dans le Golan. Bien sûr. Donc, il y a d'autres ambitions, d'autres visées. Une visée expansionniste. Expansionniste et même avec des dessins qui nous rappellent une partie des temps bibliques. Le fameux Grand Israël. Oui. En admettant, et je comprends à votre réponse que c'est une hypothèse assez peu probable dans votre esprit, mais en admettant qu'on puisse obtenir un accord de paix dans lequel Israël s'engagerait, et le ferait concrètement, à se retirer de l'ensemble du territoire libanais. Est-ce que vous y seriez favorable ? Certainement que je suis favorable. Et j'ai bien dit, et même j'ai bien dit que j'étais pour les négociations directes. Je le dis, ça. Mais on ne peut pas admettre une possibilité dérisoire. On ne peut pas. Il y a deux constances. Parce que dans le livre, je rappelle maintenant, on essaye toujours au Liban de dissocier entre le Liban et la Palestine et le conflit. C'est impossible. C'est impossible. Mais est-ce qu'on a aidé la cause palestinienne, Walid Jumblat ? On a pensé, Kamal Jumblat avait à un moment donné pensé pouvoir aider la cause palestinienne et en même temps pouvoir, comment dirais-je, se rallier aux Palestiniens pour un peu rectifier l'équilibre interne au Liban. Okay. Et je rappelle que Kamal Jumblat, c'était l'un des seuls à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de missiles à l'époque. Les Palestiniens utilisaient il y avait des canons, quelques canons de longue portée, et avaient tiré même canon de courte portée sur Kiryat Shmona, ce nom de cette fameuse colonie depuis l'époque dont on se rappelle. Et il avait dénoncé ça. Il avait dit dans un communiqué que ce n'est pas de cette façon qu'on peut libérer la Palestine. Enfin, personne n'a écouté, ni à l'époque, ni maintenant. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, qui a été réalisé notamment par la chaîne Oui, ça va. Les sondages, ça va. Et je connais la dame, ou bien, l'Institut et le monsieur derrière. Alors, je vais juste dire ce qu'il dit, et vous réagirez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il avance, que 80% des Druzes aujourd'hui... 60%, ok, ça va. Il y a 80%. Et alors quoi ? Je suis... sont en faveur d'un accord de paix avec Israël. Même s'il y a 100%, mais est-ce que vous sentez contre. Ça au-delà de ça, est-ce que vous pensez que ce sondage est réaliste, ou est-ce que ce n'est pas ce que vous ressentez sur le terrain ? Je ne crois pas. Pour commencer, je ne crois pas au sondage, ça c'est un. Deuxièmement, il y a une certaine opinion, c'est vrai. Les Druzes du Liban qui vont la paix. Quelle paix ? Mais définissons cette paix. Parce qu'il y a un rapprochement, on le voit à Souaïda. Parce que ces Druzes du Liban sont, quelque part, certains d'entre eux sont liés à Souaïda, chez ce cheikh là-bas qui maintenant a changé la géographie et les appellations historiques de la Syrie. C'était la maison la Jabal al-Arab, la montagne des Arabes, après la révolte de Sultan Atrash. C'est devenu maintenant Jabal Bashan. Jabal Bashan, c'était un pays qui avait existé 1000 ans. 1000 ans avec notre ère, donc c'est 3000 ans en arrière. Il y avait un certain roi Og à l'époque. C'était une peuplade qui s'appelait les Amorites, je pense. Une tribu d'Israël, la tribu Manasseh, avait envoyé. Une aberration historique. À l'époque, il n'y avait ni Druzes, ni Arabes, ni musulmans, ni rien du tout. Mais il faut poser la question à certains hauts responsables druzes, à certains hauts dignitaires ici, comment ils peuvent accepter cette aberration historique, religieuse, doctrinaire, sectaire ? C'est de la folie. Parce qu'il y a un vent très fort, on le voit chez les Druzes en Syrie,
avec un rapprochement avec Israël, qui a des répercussions pour les Druzes libanais. Est-ce que ça menace à terme l'héritage de Kamal Jumblat? Ça menace l'héritage de Kamal Jumblat, ça menace l'arabisme, ça menace l'unité du Liban, ça menace l'unité de la Syrie, parce que cette tendance, c'est qu'Israël est en train d'utiliser certains Druzes et du Liban et de la Syrie pour faire une zone tampon pour les utiliser, pour essayer de disloquer la Syrie. Oui, c'est une grande menace. Et pourquoi votre discours, il est moins audible qu'auparavant auprès des Druzes? Mais je ne peux pas faire face seul à cette guerre ouverte avec les médias et le reste. Je ne peux pas faire seul. Je suis seul dans cette histoire-là. Je suis seul. Comment faire face? Je n'ai pas les moyens politiques de faire face. Je n'ai pas d'alliés. Et dans ma communauté, eh bien, il y a une torpeur aussi qui est indescriptible. Est-ce que vous avez peur, Walid Jumblat, Quoi? pour la survie de la maison Jumblat après votre disparition? J'ai la peur simplement pour ce qui se passe maintenant, ce qui se passe, la possibilité qu'Israël, ce nouveau sionisme, crée un isolationnisme anti-arabe, anti-musulman chez les Druzes. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu, si vous le voulez bien, de votre rapport au soulèvement d'octobre 2019. C'est un soulèvement qui, dans de larges mesures, reprenait quelque part les idéaux de Kamal Jumblat. Pourquoi ne pas l'avoir soutenu de façon plus affirmée? Parce que je n'avais pas une machine. La machine du parti n'était pas prête. Une partie. Deux, se lancer dans les manifestations populaires aurait duré 1 ou 2 jours. On était dénoncé d'avance. On était dénoncé comme l'oligarchie du pouvoir d'avance. Et j'ai vu que ça ne servait à rien. Il y a eu des éléments jeunes qui se sont ralliés. Ça n'a rien donné, parce qu'on avait été dénoncé d'avance. C'est pour ça. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à Taimour, à votre fils, pour que dans 40 ans, 50 ans, lorsqu'il écrira ses mémoires, ce ne soit pas... Mais je lui ai dit... qu'il ne raconte pas une vie de guerre à son tour. Comme plaisanterie, je lui ai dit il y a 2-3 jours, dans 50 ans, tu écris tes mémoires. Parce que vu que les mémoires s'écrivent chaque 50 ans, on verra. Mais comment faire pour que ce ne soit pas, à son tour, une vie de guerre qu'il raconte? Ce n'est pas son seul rôle, ce n'est pas seulement à Taimour. Aux autres, il faut poser la question, ensemble. Et aux autres personnalités politiques présentes, comment faire pour éviter? Comment faire pour ne pas tomber dans les pièges historiques? Et qu'est-ce que vous répondez? C'est à lui de décider, ce n'est pas moi. Je n'aime pas donner des conseils. Alors, je me permets d'insister, mettez Taimour de côté. Je vous prends mon exemple. Je pense notre génération, qui est très attachée au Liban, qui a en même temps peur de revivre ce qu'a vécu la génération de ses parents, se retourne vers les vieux sages et leur demande comment ne pas répéter les mêmes erreurs. Et là, qu'est-ce que vous répondez? Il y a bien eu l'expérience de révolte et qui avait réussi de 2019. Il y a bien un raz-de-marée à l'époque. Qu'on se rappelle de cette expérience et puis qu'on essaye de trouver les leçons, parce que les leçons n'ont pas été bien apprises. Comment faire pour que l'unité de cette jeunesse, de Saïda jusqu'à Tripoli, reste? Comment sur quelle base? Là, on recommence. Il faut dépasser les velléités, les clivages plus ou moins sectaires et confessionnels. Peut-être que c'est un peu dépassé de ma part de répéter la même chose, mais je ne vois pas d'autre issue. Une dernière question, Walid Jumblat. Comment vous dormez la nuit? Parfois, il y a des insomnies. Parfois, il y a cette machine de malheur qui... Le drone israélien. Oui. Et parfois, je dors, ça dépend. Merci beaucoup, Walid Jumblat. Je vous en prie.